Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultramental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Simon Lancelevé, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça qu'on dit, bonjour. Salut Simon, comment vas-tu? Ça va et toi? Impeccable, je te remercie. Donc Simon, tu es sociologue du trail et tu as récemment sorti un très beau livre intitulé La quête dans les coulisses de la Chartreuse Terminorum. Donc comme son nom l'indique, ça s'intéresse à cette belle course dans l'Isère, dans la Chartreuse, la Terminorum. Donc c'est une course, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est directement inspirée de la Barclay aux États-Unis. Dis-nous, voilà, explique-nous un petit peu. Bon, on va déjà revenir sur ton parcours et après comment t'es venue cette idée justement parce que là moi j'ai lu le livre hein, donc je sais que tu as été piqué par le virus. Explique-nous un petit peu en amont comment t'en es arrivé là. Oui, donc bon, moi déjà à la base, je pense comme beaucoup d'entre vous et comme toi, Pierre, moi je suis un passionné de course à pied, hein. Je cours depuis que je suis en CM1, donc je suis mordu je suis un vrai mordu en fait depuis des années et je pense que je suis aussi quelqu'un qui aime découvrir et quelqu'un de curieux et donc j'ai toujours aimé faire des expériences en course à pied, aller du côté du raid aventure, aller sur des formats qu'on connaît pas forcément et il se trouve que moi par mes études, j'ai été aussi amené à faire un stage en 2017 dans l'entreprise Red Light Vertical, donc qui a été créé par Benoît Laval, et qu'à cette époque, Benoît Laval revenait de la Barclay et il a eu l'idée de créer la Barclay française, on va dire, la Chartreuse c'était énorme. Et donc moi, j'étais là quand cette course est née. À l'époque, j'étais juste stagiaire, hein, j'organisais des événements pour lui notamment. Et cette course, elle m'a intrigué en fait parce que je me disais, mais finalement, la Barclay, c'est déjà incroyable, mais en plus, si elle arrive aux portes quasiment de chez nous, c'est vraiment, enfin, c'est super et j'étais bluffé par ça. Et concrètement, voilà, je l'ai gardé un petit peu en tête en me disant, mais cette course, personne l'a finie, c'est vraiment, c'est atypique. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de reprendre un peu, on va dire, une carrière universitaire en faisant de la recherche. Et quand il a fallu choisir un sujet, je me suis dit, mais en fait, moi, le sujet qui me botte, c'est vraiment cette terminerum, quoi, comprendre pourquoi et comment surtout des coureurs se lancent dans une épreuve que personne n'a jamais fini. Et donc, j'ai fait une thèse pendant 4 ans hein, sur le sujet. Assez vite, je me suis rendu compte que pour comprendre un petit peu cette terminerum, il fallait un petit peu en faire partie de la communauté parce que quand on commence à faire des entretiens avec les coureurs au départ, il y a beaucoup de non-dits puisque enfin, ça vient vraiment de l'esprit Barclay, il y a le parcours secret, l'horaire secret, enfin, il y a plein de secrets finalement en tous les sens. Et pour essayer un peu de percer à jour ces mystères, il faut chausser les baskets. En fait, c'était la seule solution de chausser les baskets et de courir le maximum de temps possible avec les athlètes. Donc, moi, j'ai couru avec 9 athlètes pendant 4 ans surtout à proximité du bassin grenoblois, mais aussi un peu plus loin. Et j'ai participé aussi 2 fois à cette course avec toujours pour objectif de comprendre et puis de fil en aiguille. La thèse a été validée, il a été soutenu, il y a eu des articles scientifiques et l'idée de partager avec le plus grand nombre est vite arrivée, d'où l'idée du livre que tu viens d'évoquer. Ouais, eh ben, écoute, cette belle présentation là, c'est vraiment ce qui transpire dans ton bouquin, c'est vraiment de la passion. Et là, tu as dit déjà beaucoup de choses qui me donnent envie de rebondir. C'est le côté, maintenant on la connaît, alors là, elle a été très médiatisée, peut-être même un peu trop maintenant, la Barclay, par rapport, je pense, au souhait de Laz, le créateur de la Barclay aux États-Unis. Maintenant, on en parle énormément et pas que les Français. Hein. C'est vraiment, voilà, ça devient le rendez-vous aussi médiatique, même s'il limite. Je trouve que là-bas, la Chartreuse Terminorum, justement, elle reste mystérieuse. On en parle beaucoup moins.
Et c'est très bien comme ça, je pense, par rapport à l'esprit. Mais justement, comment, toi, tu n'avais pas d'autre solution de toute façon pour écrire sur le thème que d'aller dedans, quoi. Obligé de tremper la main dans le pot de confiture, hein. Pas le choix. Obligé, oui, carrément, parce que finalement, enfin, je pense qu'on connaît tous un petit peu ça. Parfois, il y a un décalage entre, on va dire, le discours et l'action aussi, hein. Quand je prends un exemple assez concret, un jour, lors de peut-être la deuxième ou troisième année d'enquête, je cours avec un coureur qui s'appelle Lies Maklouf, hein, qui est, je pense, assez connu dans ce petit microcosme parce qu'il a gagné plusieurs fois des backyards, participé aussi à la dernière Barclay, donc un coureur vraiment émérite, on va dire, dans le milieu. Il m'explique voilà, qu'il l'a amené vers un nutritionniste, etc. Et je lui dis, ah, cool, c'est cool, mais en même temps, j'aimerais pas trop faire ça. Je lui dis à titre perso parce que je me dis, pour la vie sociale, ça va être chaud. Et il me dit, non, non, carrément pas, il y a pas de difficulté. Et donc, moi, puisque je suis un peu amené, un peu comme Yesman, à tout tester ce que testent les coureurs, je décide le lendemain de prendre rendez-vous avec le même nutritionniste que lui, lui demander un programme aussi adapté. Et donc, j'éprouve ça pendant quelques temps. Et puis, un jour, lors d'une autre sortie avec ce même Lies, avec Lies, je lui dis, mais honnêtement, il y a quand même des contraintes hein, pour quand on voit des amis, etc. On a un peu le relou de la soirée finalement par moment. Et, euh, et là, en fait, il me dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment compliqué, etc. Alors que quelques semaines avant, il m'avait dit le contraire. Donc, ce que je veux dire pas, c'est juste par anecdote. On voit que si j'avais pas exercé un petit peu, si j'avais pas moi-même essayé de vivre certaines contraintes, et notamment celle de la préparation, je serais passé à côté, je pense, enfin, d'une certaine forme de vérité, entre guillemets, parce qu'il y a toujours un discours de façade et derrière l'action, il y a parfois des petits ajustements. Donc j'ai été obligé, pour bien comprendre, on va dire, l'engagement des coureurs, et puis plus généralement pour percer un peu l'ambiance de cette course, parce que sinon, je serais resté forcément à distance, en fait. J'aurais vu le parcours de très loin, enfin, j'aurais vu les cartes très loin, j'aurais rien vu, en fait, je pense, finalement, ou juste le décorum. Et bon, là, ce qui est intéressant, c'est le côté secret, c'est toujours de percer ces secrets, en fait. Ouais, complètement, bah, surtout dans des courses aussi mystérieuses que ça. Alors, pour revenir sur ton parcours, là, le sportif, donc toi, tu tombes amoureux vraiment de, c'est ce que tu me disais en préparant, de ce sport aussi, enfin de cette pratique-là, parce que le trail en compète classique, tu connaissais, enfin le trail ou la course à pied, mais là, on rentre dans, et c'est la passerelle pour après, on rentre dans un peu un autre sport où tu rentres dans une course qui est infinissable, plus ou moins, en tout cas par peu d'élus, on va dire. Et ça change un peu tout dans le fonctionnement. Comment t'as mis le pied là-dedans et je sais pas combien de temps ça a duré, comment tu t'y es pris un peu d'amour pour ça, quoi. Alors, c'est vrai à l'époque, cette course était, on ne savait même pas si elle était finissable, en fait. C'est plutôt ça. Elle n'était pas forcément infinissable ou finissable par un petit nombre. Maintenant, on sait que c'est Bah finissable oui, j'allais dire maintenant c'est par facile, un ça a petit été fait. nombre, donc un petit nombre. Donc ça, c'est pas très grave. De toute façon, ça a été documenté, donc on peut le dire. Mais à l'époque, en fait, même l'organisation, certains membres de l'organisation m'ont même confié depuis que parmi les quatre, hein, le triumvirat qui finalement est composé de quatre organisateurs. Parmi les quatre, certains n'étaient même pas certains que ce soit finissable en fait, parce que c'est toujours des ajustements, un peu comme l'AS finalement Mm. a fait une série d'ajustements entre la première édition, et c'était pas le même nombre de kilomètres, le même nombre de tours, etc. Et aujourd'hui, donc au départ, moi c'est vraiment ça en fait qui m'a questionné, c'est mais comment finalement on arrive à s'entraîner, comment on fait concrètement pour aller vers une épreuve comme ça? Parce que est-ce qu'on y va en disant bah on sait pas si c'est finissable, donc finalement c'est pas très grave, l'abandon on l'accepte avant même de s'élancer, ou est-ce au contraire on a quand même l'idée de contrecarrer un peu les plans machiavéliques entre guillemets de l'organisation et essayer de finir. Et donc moi c'est ce qui m'avait intéressé. Et après concrètement pour répondre à ta question, moi j'ai fait de l'ultra endurance finalement aussi pour aller vers cette recherche-là parce que le premier dossard que je prends sur un vrai ultra, je pense que c'est le Lavaredo en 2019. Et c'est juste au moment où j'entre un peu dans la recherche de thèse et je me dis, il faut faire de l'ultra pour comprendre un peu ces coureurs. Donc, en fait, ça a été fait vraiment en parallèle. Et ce que moi j'ai fait durant toutes ces années, c'est que j'ai essayé de me préparer au mieux parce que je fais des entraînements un peu avec chacun. Ce qui veut dire concrètement que pour moi, il n'y avait pas trop de cohérence parce que le mardi, je pouvais peut-être faire 3 heures avec l'un, le lendemain, 4 heures avec un autre. Enfin,
Et finalement, si on regarde le volume par semaine, c'est ni fait ni à faire, je pense, d'un point de vue sportif, en fait, et tous les coachs te diront, mais il faut jamais faire un truc comme ça. Et donc, moi, c'était un peu ça mon challenge, c'est être capable de les suivre tout le temps, même s'il n'y a pas de cohérence d'un point de vue personnel. Enfin, en tant qu'athlète, moi, je progressais pas, en fait, ça, c'est certain. Et donc, je l'ai suivi quand même sur une durée assez conséquente. Et une fois, j'avais fait un peu le calcul, ça représentait la distance courue avec eux, ça faisait 12 l'île Marseille et en dénivelé, ça faisait 116 ascensions du Mont Blanc. Donc, il fallait que je me prépare à encaisser ça et je faisais ben, beaucoup de renfo, évidemment. J'ai la chance d'avoir un frère qui est kiné du sport, qui a fait la clinique du coureur aussi, donc qui était là un peu derrière pour m'aider à éviter les bouts parce que la contrepartie, c'est le jour où je me blessais, finalement, si ce jour arrivait ben, concrètement, toute ma méthode et enfin, tout ce que j'avais mis en place risquait de s'effondrer. Et donc ça, c'était aussi, on va dire, un peu une épée de Damoclès que j'avais au-dessus de la tête à chaque fois. Et par rapport au fait que, j'essaie de comprendre, c'est par rapport au fait que si tu te blessais justement, tu pouvais plus suivre ces coureurs que tu Ouais, ambitionnais enfin, d'étudier, entre guillemets. ouais, exactement. C'est-à-dire que je perdais l'accès au terrain. Et alors, j'aurais pas perdu totalement parce qu'on aurait encore pu faire des entretiens et ce genre de choses. Mais tu perds une dynamique, en fait, finalement. Et l'idée, moi, c'était de pas me blesser pendant toute la durée de la thèse. Et franchement, j'ai eu de la chance, je me suis pas blessé une seule fois. Je me suis blessé au moment où j'ai arrêté de suivre les coureurs, finalement. Donc, Ce qui est peut-être qu'il y a extrêmement rare. Et du coup, bah, ce qui prouve que peut-être les entraîneurs pourraient, des fois, hein, il se passe des choses. ouais. Ok. Et du coup, tu disais que c'était un peu dans le moment où tu as choisi de t'orienter vers ça, de la sociologie du trail. Qu'est-ce qui a commencé à t'intéresser justement à te porter vers cet aspect-là du sport? Après tout, en général, hein, on fait pas forcément du sport pour s'intéresser à la sociologie. On fait du sport pour le physique, le corps, perdre du poids, affirmation personnelle, que sais-je. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans? Moi, j'ai fait de la socio déjà avant de travailler sur cette épreuve, hein, quand j'étais, même avant d'être chez Red Light, en fait, hein, quasiment, moi, j'avais fait des petits travaux de sociologie, à la base, plutôt sur la sociologie de la culture, on va dire, finalement, comment on est amené à consommer certains biens culturels, mais le trail, c'est un bien culturel aujourd'hui, en fait, de la même façon que on peut choisir un film, on peut choisir une course, etc. Derrière, il y a des mécanismes qui sont assez similaires et assez rapidement, je me suis intéressé au trail parce que, enfin, comme j'étais chez Red Light à une certaine époque, il y avait un mémoire aussi à faire. J'ai fait une sociologie du trail, un peu un état des lieux à ce moment-là, parce que l'avantage quand on est à Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est que finalement, Saint-Pierre, c'est un laboratoire incroyable parce qu'à l'époque, il y avait des stations de trail, il y avait des courses classiques, et en plus, il y avait il y a de l'ultra aussi, l'UT4M passe par la Chartreuse, et donc il y avait vraiment plein de formats, et en plus, il y a cette terminal qui arrive. Donc finalement, on est sur un territoire où plein de modalités de pratique coexistent et c'est assez incroyable, quoi. On peut avoir aussi bien des coureurs découvertes que des athlètes qui ont déjà fait le tour de la question depuis un bon moment. Donc moi, on va dire, il y a eu aussi cet attrait pour la Chartreuse, en fait, qui, à un moment donné, m'a positionné, m'a dit, je dois forcément travailler sur ce territoire parce qu'on n'a pas d'autres comme ça aujourd'hui, même en France, je pense, en fait, concrètement. De toute façon, il y a la Terminal, il n'y en a qu'une seule, une petite sœur d'Aberclay, il n'y en a qu'une seule dans le monde. Donc c'était certain que j'allais m'intéresser à ça. Après, la question de la sociologie, c'est tout le temps. Souvent, les gens me demandent mais pourquoi en fait on fait ça? Et cette question du pourquoi, on se la pose tous en fait. Parce que finalement, c'est pourquoi tu fais un marathon, pourquoi encore une fois tu vas voir ce film, pourquoi tu décides de manger telle ou telle chose. En fait, tu te la poses tout le temps. Et c'est surtout une question que tu te poses au début parce que toi, tu n'as pas la même pratique que la personne que tu as en face de toi. Donc concrètement, tu as une forme de jugement de valeur. Et moi, je voulais dépasser un petit peu ça, cette idée-là du pourquoi, mais plutôt m'ancrer dans le comment. Donc forcément, quand tu commences un peu à te poser cette question de comment les gens font, tu es obligé un petit peu de faire avec eux pour plus être un peu extérieur à leurs valeurs, extérieur à leur mode d'action. Donc forcément, en fait, assez rapidement dans la recherche, je savais que j'aurais un moment où je devrais passer un peu sauter le pas et rentrer dans le peloton. Ouais, intéressant. Du coup, bah, avec toi, on aurait pu, là, tu as parlé de consommation, justement, comment on consomme les choses et comment on consomme justement le trail comme autre chose. Le trail n'échappe pas
à notre mode de fonctionnement dans cette société en tout cas. Euh, donc on aurait pu parler de beaucoup de choses. Il a fallu un peu serrer parce qu'on a, Ouais. on a, on a environ 1 heure, mais on pourrait passer du temps, et notamment justement le fait de, comme tu dis, on consomme des courses de trail, on en consomme énormément parce qu'il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Dans pas beaucoup de territoires en France, on a la chance d'avoir des trails de village à peu près partout. À partir du printemps, même l'hiver, il y en a vraiment partout, donc on aurait pu parler de ça aussi. Mais ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, dans ton bouquin et dans ce que tu fais comme recherche, c'est justement de s'arrêter sur les spécificités de ces courses-là, donc Barclay, Backyard, Terminorum, des courses qui sont faites pour être infinies, plus ou moins, enfin surtout, bah, il y a d'ailleurs une marque, Infinite Loop ou un truc Affinity comme ça. Trail, ouais. Infinity Ouais, Trail, ouais, voilà. ouais. Et donc voilà, et ça c'est justement hyper intéressant parce que je pense que ça va toucher d'autres leviers motivationnels et justement bah, pour la partie moi préparation mentale je trouve ça absolument passionnant parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes ressorts. On est sur une course qu'on est quasiment sûr de ne pas terminer, donc qu'est-ce que voilà, ça fait poser beaucoup d'autres questions, donc bah, je vais essayer de te poser une question précise cette fois. C'est quoi les spécificités pour toi d'une course comme ça, d'une course infinie, d'une backyard, d'une terminorum? Et ben, je pense qu'en fait, ça dépend toujours comment tu la conçois parce que t'as, enfin, comment tu la conçois, comment tu la perçois. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu, en fait, cette course-là. Toutes les courses, globalement, on peut les assimiler à des jeux, mais sur la Terminorum, on voit que c'est un jeu un peu plus élaboré, je dirais, parce que tu as le côté navigation, t'as le côté autonomie, du fait de, on va dire, d'une multitude d'incertitudes, tu as un jeu qui est beaucoup plus complexe. Donc finalement, le, t'as un jeu. Et donc, qui dit jeu dit forcément des règles. Et la règle suprême du jeu, pour gagner le jeu, on va dire, c'est de faire ces 5 boucles en 80 heures maximum. Ça, c'est la règle du jeu. Mais comme tout jeu, les jeux de même les jeux vidéo, etc., il n'y a rien qui dit que tu es obligé d'aller vouloir finir le jeu. En fait, tu vois, ça peut être juste, finalement, je sais pas, il y a beaucoup de jeux comme ça, Minecraft, etc., où tu construis un peu ton univers de ton côté. En fait, chacun peut se construire un peu son propre espace de jeu et son propre objectif dans le cadre du jeu classique, quoi, c'est-à-dire dans la Chartreuse Terranorum ou dans la Bacardi. Et moi, ce que j'ai observé finalement, c'est qu'il y avait très peu d'athlètes qui, surtout au départ, je pense, ambitionner de faire ces 5 boucles ou ambitionner d'être le dernier homme ou dernière femme debout sur les bacards. Concrètement, c'est assez minime en fait dans la part parce que pour beaucoup, ça reste. Enfin, comment dire, on sait que l'effort va être difficile, que le défi est presque insurmontable. Et c'est un peu peut-être parfois rassurant aussi de se dire bah, je me lance dans un truc où je sais que c'est pas finissable. Donc c'est le théâtre parfait pour essayer moi d'aller vers mes propres limites parce que finalement les propres limites sur une course de 160 c'est quoi? C'est la vitesse. Enfin voilà, là on n'a pas ce problème-là, c'est de dire bah, tant que je peux repartir, je repars. Et donc je vais éprouver d'autres limites qui sont un petit peu différentes. Et c'est vraiment, on est plutôt dans cette considération-là en fait de se dire c'est un théâtre de l'endurance humaine mais c'est aussi le théâtre de sa propre performance et on n'est pas obligé finalement de répondre forcément à l'attente de l'organisation à ce moment-là. Donc ça, c'est un premier point, je pense que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas penser toutes les personnes qui s'inscrivent à cette course, ils vont pour terminer, même si dans le discours, de la même façon qu'on avait Liès tout à l'heure qui nous disait que non, la nutrition, il n'y avait pas de problème, même si là, dans le discours, tous vont dire, mais si, moi j'ai envie de finir et je sens que je vais le faire. Enfin, si on lit les essais, d'ailleurs, j'ai pu lire des essais pour participer à la Terminum, il faut faire un essai. Donc j'ai pu en lire. C'est assez rare d'avoir des coureurs qui disent je viens, mais je sais que je finirai pas. Enfin, c'est assez rare. Ouais, c'est hyper intéressant. Ce qui est rigolo, c'est que si je recompare à du trail classique, bon là on parle de longue distance, donc à un ultra, le jeu est là aussi, parce que sur, j'en sais rien, sur 1000 partants, il y en aura qu'un qui va gagner, ou une, et tous les autres sont là pour jouer, enfin pas tous les autres, mais voilà, on y va la plupart du temps, l'énorme majorité des participants sont là pour jouer, ils se sont entraînés, etc. Mais peut-être que justement ce côté chrono, qui des fois veut pas dire grand-chose non plus. J'en parle très souvent avec plein d'autres intervenants, mais le chrono, les barrières horaires, les temps entre chaque découper sa course, entre chaque ravito, etc., etc., et de se dire ah mince, je suis 5 minutes en retard, la course est terminée, quoi, c'est fou, j'ai perdu 5 minutes sur telle portion.
Ces courses-là, en fait, du coup, les backyards, les terminaux, ça t'enlève tout ça, quoi. Déjà, ça balaye tout ça. T'as beau avoir un dossard, mais il y a quand même quelque chose en plus. Il y a tout le format orientation aussi qui joue beaucoup parce qu'on sait qu'on va pas courir, on sait qu'on va pas aller à 15 km/h ou alors toute petite Au portion. départ. Au Ouais, départ. voilà, ou pour revenir vite, vite quand on est. Voilà, mais il y a plus la notion d'aventure peut-être. C'est peut-être ça aussi qui change aussi. Ouais, concrètement, c'est sûr qu'on est sur une aventure, déjà de gérer une aventure sportive. Alors toi, tu as parlé d'orientation, ce sera plutôt de la navigation parce que l'orientation, finalement, tu as 2 points, tu choisis le tracé que tu veux pour rallier ces 2 points. Là, il y a quand même tout un itinéraire à suivre qui est imposé et qui est recopié d'ailleurs sur la carte. L'idée, c'est quand même de rester sur les chemins ou les semblants de chemins, entre guillemets, désignés par l'organisation. En tout cas, c'est sûr que tu as cette aventure-là qui existe. D'autant qu'on est quand même on est quand même dans une société, je pense, où la technologie, elle facilite beaucoup la tâche sur beaucoup de choses quand même, hein. Si aujourd'hui tu décides d'aller, je sais pas, dans un nouveau lieu ou même dans une ville, ben, tu vas mettre le GPS. Là, t'as pas le droit au téléphone, t'as pas le droit à cette assistance GPS, donc tu as un peu l'impression aussi de refaire un bond presque je dirais, dans le passé par moment et dans un passé qui justement sublime un peu cette aventure-là, quoi. Et en effet, la navigation, ça renvoie à cette aventure. En plus, tu as des livres à trouver. Donc ça en est forcément un peu. C'est presque comme un jeu de piste, un peu, hein, on va dire, presque comme un escape game, puisque c'est un roadbook aussi avec des énigmes assez humoristiques, fait pour te déstabiliser. Donc tu retrouves un peu, tu vois, toutes ces facettes du jeu. Après, ce que tu disais tout à l'heure sur l'idée du chrono, ça, on va dire que c'est une modalité du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le peloton, il y en a qui vont pour purement cette performance et qui restent dans ce schéma-là. Après, il y en a d'autres qui vont courir et juste avec l'idée, par exemple, parfois aussi de passer un moment de convivialité. Tu vois, ça peut arriver. On retrouve même dans enfin, dans les CR, j'allais dire, ouais, les communiqués un peu de course, parfois des coureurs qui vont expliquer venir pour rencontrer d'autres membres du peloton indirectement et avoir vécu des expériences de vie très fortes. Et en fait, ce qui sort derrière toutes ces expériences de jeu, souvent, c'est quand même ça, c'est que le pouvoir des courses à terminum encore plus, c'est que c'est un pouvoir un peu on va dire, de transformer l'individu, quoi, parce que finalement, il t'arrive toujours en ultra. Un jour, quelqu'un m'a dit ça, il m'a dit, mais l'ultra, en fait, on sait qu'il va t'arriver un truc mauvais en ultra, entre guillemets, un truc qui va tu vas forcément avoir un petit caillot dans ta chaussure à un moment donné. L'idée, c'est de le retarder le plus possible. Et ça, en fait, c'est toutes ces imprédictibilités, on va dire, toutes ces choses qu'on peut pas, toutes ces surprises, ces imprévus, c'est ce qui fait vibrer les athlètes, que ce soit sur la Terminorum ou sur une autre épreuve. Et puisqu'on ne sait pas ce que c'est cette surprise, bah, finalement, c'est le champ des possibles, il est énorme. Ouais, c'est marrant, mais ça fait appel à plein de trucs. Je rebondis sur le chrono. Moi, par exemple, tu me mets un chrono. Dès que je mets un dossard, et, je suis à des années-lumière de jouer la première place ou les avant-places, euh, et ben je perds le jeu, quoi. J'oublie complètement que je suis dans le jeu parce que j'ai toujours été compétiteur, j'ai fait du sport depuis tout petit et c'est comme ça, tu vois. Et dès que je mets un dossard, c'est ancré, j'oublie le jeu, j'ai le cœur qui bat trop fort et par contre, je sais que ça me met pas dans les meilleures dispositions pour performer. Et à contrario, dès que je suis dans une ambiance de jeu avec, si on fait avec des potes ou qu'il y a un décorum un peu différent. J'ai jamais fait de backyard ou de terminorum, mais j'aimerais bien, justement, ça serait un peu l'ambition pour les prochaines années de me faire au moins une backyard, d'être sur ce truc où le chrono, il est juste là pour dire ça part toutes les heures et après tu fais ce que tu veux entre ça et la fin et c'est toi qui décides quand tu t'arrêtes et voilà et ça reste un jeu en fait et c'est ça que je trouve intéressant parce que ça peut changer complètement la perception de ce que tu fais. Mais je sais pas si, dans ce que j'entends là, moi, tu vois, j'ai pas l'impression que tu oublies de jouer, en fait. C'est juste que tu joues avec une seule modalité. Ça veut dire qu'on te donne le dossard, tiens, on te donne un costume de super-héros, et ce costume-là, c'est de dire, tu y vas,
pour faire le meilleur temps possible. C'est que comme ça que tu peux t'amuser, entre guillemets. Tu vois, c'est que Mm. comme ça que tu tireras un plaisir. C'est pas que tu joues pas, c'est juste que tu joues avec une seule règle, en fait, quasiment. Tu vois, et ça, c'est possible, en fait. Moi, tu vois, c'est ce que j'ai aussi observé là, on est plus dans la socio, dans le bouquin, tu l'as lu, la socio, elle est à la fin, Mm. voilà, ça reste un récit d'aventure. Donc, là, pour rebondir, tu vois, finalement, moi, je parle de style de jeu, en fait. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent, ah, pourquoi tu dis style, pas profil? Tu joues avec les mots. Mais non, un profil, c'est quelque chose, finalement, qui existe très peu. Et quand tu es dans un profil, tu n'en changes pas, en fait, concrètement. C'est un peu figé. Tandis que des styles, tu peux être amené à passer d'un style à un autre en fonction d'une situation. Et je prends un exemple, enfin, je vais exposer les styles, après je te donne un exemple. Mais tu vois, pour moi, il y a quatre styles qui ont été observés dans cette Terminerum, mais aussi sur les backcards. C'est qu'il y a un style de performeur que tu cites, hein, qui à voir te représente bien dès que tu as un dossard. Et le performeur, ben voilà, il veut faire le meilleur temps possible, mais pas forcément battre le record, mais faire le meilleur temps pour lui. Ça, c'est déjà une chose. Après, tu as la personne qui va vouloir aller au bout du jeu, c'est-à-dire être le dernier homme debout, terminer la Terminerum. Ça, c'est encore un autre style, on va dire, un peu jusqu'au boutiste. Et enfin, tu as deux autres profils, plutôt, enfin deux autres styles, pardon, je m'embrouille, plutôt le convivial qui va venir pour vivre des expériences humaines dans le partage, etc. Et lui, s'il fait pas le meilleur chrono, s'il bat pas son record et s'il va pas au bout, c'est pas grave parce qu'il aura passé un bon moment quand même, il aura plaisanté. C'est un peu la pasta partie de l'après-course, quoi. Et, ou de l'avant-course. Et après, tu as la personne qui vient juste découvrir le territoire, en fait, qui est plutôt dans une logique d'exploration. Donc aussi bien avec la carte que de dire ben, je suis allé sur un parcours et j'ai découvert, ben, tiens, je suis allé à la Croix de Cassigny au-dessus de l'Alpe d'Huez, je pensais jamais découvrir un parcours assez technique comme ça. Enfin bref, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une forme d'émerveillement par le jeu du paysage aussi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, tu peux avoir des coureurs qui partent billes en tête en disant je vais faire le meilleur temps sur l'échappée belle, allez, moins de 35 heures, etc. Et puis il se blesse au bout de 30 km. Moi, ça m'est arrivé concrètement, ça m'est arrivé, croix de Beldon, je ne pouvais plus rien faire. Et moi, je suis un peu comme toi là-bas. J'ai un dossard, j'ai un de l'athlétisme, je cours depuis très longtemps, comme j'ai dit en présentation. C'est pour. Enfin voilà, l'athlétisme, t'es content que si tu gagnes ou si tu bats un record quasiment, que ce soit le tien ou celui d'un meeting. Et donc, qu'est-ce que je fais en fait à cette croix de Beldon? Ben, je reste focus sur mon idée de faire le meilleur temps, la meilleure place possible. Et dans ce cas-là, ça va être très long, encore plus long que prévu, de la croix de Beldon ou de 30 bornes jusqu'à l'arrivée, donc encore 120 bornes à faire. Ou est-ce que je switch? Et en fait, quand tu switches, tu passes d'un style à un autre. Et c'est là où tu t'ouvres aussi à des expériences nouvelles et où potentiellement, ben, tu découvres des choses insoupçonnées qui vont encore plus te faire vibrer possiblement. Après, tu peux rester dans le même cadre et dire j'y vais que pour performer et bah, là vu que c'est plus possible j'abandonne, ça c'est possible aussi. Bah ouais, en fait, c'est que, bah, pour être plus précis, je l'ai rattaché à la notion de plaisir et où je sais maintenant, avec le temps, que c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je prends du plaisir et c'est juste un mode automatique qui s'enclenche. Et par contre, je suis effectivement dans le jeu avec une modalité, le chrono, qui me fait déconnecter de tout ce que j'étais venu chercher à la base dans cette course, de tout ce qui m'a fait vibrer pendant que je m'y préparais, prendre du plaisir, m'éclater, gambader, machin, en courant vite, enfin le plus vite que je peux, mais avant, avec du plaisir. Et en fait, cette monomodalité me fait en fait, et je sais aujourd'hui que ça me fait contre-performer, mais complètement où je suis bien plus mauvais sur quasiment toutes mes courses que je suis quasiment tout le temps à l'entraînement avec des copains et tout. Et j'ai réussi à trouver en fait, à décrocher de ce mode-là sur mon premier ultra que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait un 100 km et à l'Ultra 01. En fait, je suis première fois de ma vie, tu vois, je me suis mis tout au fond. Et parce que, alors déjà, je suis arrivé à la bourre, en retard et tout, chose qui m'arrive jamais. Je suis toujours hyper stressé à départ, tu vois, pour être devant, quoi, même si je vais me faire marcher dessus, parce que je cours pas si vite. Et du coup, voilà, je me suis mis au fond et c'était un plaisir et je me suis pris un plaisir fou jusqu'à la fin, quoi. Et parce que justement, c'était tellement long que ça m'a complètement fait déconnecter de, ah, c'est bon, il n'y a pas de chrono à faire, il n'y a rien à faire, déjà, il faut le faire. Et c'était tout. Mais ouais, donc c'est hyper intéressant, justement, je reviens à ce qu'on se disait,
on y va, on change un peu les règles du jeu et du coup, ça change les ressorts aussi psychologiques et physiques que tu vas apporter dans ta course, quoi, dans ta démarche. Ouais, et c'est vrai que sur Ethereum, je pense que tu es obligé en fait à un moment donné de passer d'un style à un autre. Je vais être assez concret, c'est que tu as des livres à trouver. Tu peux être le meilleur coureur de montagne au monde, on va dire, partir bien en tête et puis te retrouver, être capable de bien naviguer, mais ça demande déjà d'avoir pas mal de qualités, enfin combinées quoi. Tu peux arriver devant l'endroit où le premier livre, ou je sais pas, n'importe quel livre est caché, et je veux dire n'importe quoi, mais c'est parce que c'est un peu l'esprit quand même du roadbook et de l'organisation. Le livre est sous une pierre. Et tu arrives, il y a 100 pierres. J'exagère à peine, il y a 100 pierres, tu es C'est devant un un tas de passage du livres. bouquin d'ailleurs, ça. C'est un passage du bouquin et voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'as beau courir super vite, tu vas lever toutes les pierres, enfin, tu vas enlever beaucoup. Et tout le temps que tu auras passé avant finalement à gambader, à prendre de l'avance, il n'est pas impossible que d'un coup, tu aies quelqu'un qui te rattrape, tu vois, tu as perdu 10 minutes. Et en fait, là, tu te dis, mais putain, ces 10 minutes-là, j'aurais peut-être dû bah, j'aurais peut-être dû m'économiser et puis Mm. à deux on trouve plus vite et si on est trois on trouve encore plus vite et finalement assez vite tu vois t'es obligé d'aller d'un style à un autre même pour performer parce que le côté convivialité, ce que je nommais tout à l'heure, il est hyper important dans cette course parce que c'est une course par apprentissage où tous les ans tu viens, tu fais des petites bêtises et l'année d'après tu t'as appris et d'autres ont appris d'autres choses et finalement tu es obligé d'échanger, tu vois, pour un petit peu aller le plus loin possible toi-même dans ton effort. Et c'est ça, en fait, la magie aussi de cette Terminera, mais c'est que finalement, pour y parvenir, peu importe l'objectif, ce que tu t'es fixé, tu es obligé à un moment donné voilà, de naviguer d'un style à un autre. Et c'est ce qui fait cette richesse, en fait. Et ce qui fait que cette course, elle est aussi belle et imprévisible. Ouais, bah, carrément, ça me fait penser à du coup, au passage du bouquin où, en le lisant, tu te dis, bah, forcément, il y a le côté, ah, c'est injuste, tu vois, le gars, il court super vite, il est parti devant, puis il se retrouve à soulever une montagne de pierres, et forcément, tout le monde arrive derrière. Il suffit qu'il trouve le livre et qu'il y en ait un qui se pointe, je sais pas, si ça met une demi-heure à trouver le livre, bah, il arrive une demi-heure après, bah, il trouve le livre en même temps que les autres au final. Ouais. Après, c'est Et c'est injuste, mais rigolo. en même temps, en fait, je trouve que ce qui est énorme dans cette course, c'est que finalement, elle demande elle valorise des qualités que tu valoriserais pas forcément ailleurs. C'est-à-dire que d'habitude, ben, tu l'as dit, tu es le meilleur coureur, tu gagnes quasiment. Et là, c'est pas forcément le cas. Et je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans les parcours, en fait, qui sont dans les personnes aussi que j'ai suivies, c'est que la plupart feraient pas un top 10. Enfin, j'en suis même certain, personne ferait un top 10 quasiment à l'UTMB dans les coureurs que j'ai suivis, même les meilleurs quasiment. Parce que c'est pas les meilleurs coureurs, mais je suis pas certain que des coureurs du top 10 de l'UTMB finissent la Terminera à l'inverse, parce que justement, ça demande d'autres capacités. Et c'est là, ça renvoie aussi à l'aventure. Finalement, ça valorise plein de petites compétences que d'habitude on estime un petit peu moins et qui sont un peu oubliées. Et là, chacun en fait en disant bah, moi je suis peut-être pas le meilleur coureur, par contre je sais que j'ai pas besoin de dormir beaucoup sur une semaine et que ça va me permettre de compenser. Et ça montre toute une série de bricolages qui fait aussi que l'expérience, eh ben, elle est possible par plein de gens en fait. Je veux dire, c'est pas, tu peux finir enfin, dans les personnes qui ont terminé. Je pense que la plupart, et pour avoir couru avec trois d'entre eux, très peu avaient la même préparation, avaient les mêmes forces, les mêmes capacités, et les ajustements, ils se sont faits sur vraiment sur leurs forces qui étaient propres. Et ce que je veux dire par là, c'est que finalement, on voit qu'à travers ces parcours, globalement, il n'y a pas une recette miracle, et ça montre aussi que bah, chacun doit un peu se faire confiance, et tout en restant un peu humble pour atteindre un résultat, mais que ça reste possible. Ouais, du coup, tu viens de reparler de la grande question on aura peut-être jamais la réponse. Qu'est-ce que vaut un Kylian Jornet ou un François Den sur une Barclay? Est-ce qu'on le saura un jour? On ne sait pas. Ouais, après, ce qui est beau aussi dans l'Ethereum, c'est qu'il y a une part de rêve. Donc, peut-être qu'on rêve de les voir aussi. Mais en fait, je rêverais surtout, moi, de lire leur essai si un jour ils candidataient pour voir ce qu'ils y mettraient vraiment concrètement. Parce que, je veux dire, les essais, faut pas négliger ça. C'est qu'on peut être aussi le meilleur coureur du monde si dans la lettre de motivation, ça transparaît pas que cette course, elle reprend vraiment quelque chose de fort. Je pense que je suis pas certain non plus que le coureur sera sélectionné. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple,
il y a un coureur qui candidate et qui dit, mais au bout de 3 tours, bon, j'ai fait un peu ce que j'avais à faire. La semaine prochaine, je dois faire le marathon du Mont Blanc et j'arrête là. Ben, il rentre pas dans l'esprit de la course et dans l'esprit du jeu. Donc, j'aimerais bien voir à quel point un coureur élite, on a des coureurs élites, hein, Sébastien Réchon est Mm. venu, c'est un coureur, c'est un des meilleurs au monde, je pense, sur de l'ultra long. Mais j'aimerais bien voir un peu justement des coureurs élites sur des distances un peu plus courtes que celles que préfère Sébastien Lachon, voir ce qu'elle mettrait un peu dans ses essais, parce que ça serait assez intéressant, je pense, à dire. Ouais, complètement, bah, comme tu dis, hein, ça fait partie un peu du rêve, un peu du fantasme aussi de se dire est-ce qu'il ferait les 5 tours comme après ça change d'année en année. On a bien vu cette année la Barclay ce que ça a donné. Ouais. Que l'Asie il a mis un coup de vis hein, quand même, bon, c'est pas comparable non plus, mais ouais, ça fait partie du fantasme. Est-ce que bah, il y a aussi Courtenay qui l'a fait, enfin qui l'a tenté. Ouais, Donc on a deux déjà fois. des bouts de réponse, mais ouais. Euh, Par rapport à l'engagement, on en a parlé aussi quand on préparait l'épisode. C'est un gros morceau, ça. Comment t'as pu, je sais pas moi, décrypter cet engagement des coureurs, les différents modes d'engagement des coureurs pour arriver sur des courses pareilles? Voilà, on va aller dans du concret, hein, ça va parler tout de suite, je pense. C'est que moi, tout à l'heure, j'ai dit cette course est un pouvoir de transformation, en fait. Et à partir de là, quand on est touché par l'événement, on va lui répondre. Et l'événement, il paraît sur certains aspects un peu extrême quand même, on va pas se mentir. Donc, l'engagement, on peut le mesurer à travers une série d'actes qui eux-mêmes sont en partie extrêmes. Et là, je pense notamment, je vais citer le premier, mais Michael Berton, qui est un des personnages, enfin, des centraux du bouquin, qui est un coureur à la base qui n'aime pas courir, hein, il le dit lui-même, c'est plutôt un nageur. Il a couru surtout dans son métier de militaire à la base. Et, euh, et il participe un jour à cette Termine Rome parce que c'est dans son massif de cœur, il en a entendu parler, il a une curiosité autour de l'épreuve et une fois qu'il a participé à cette course, il se dit mais ça c'est la course de ma vie quoi. Enfin, concrètement, je vais la finir cette course. C'est même pas je rêve de la finir, c'est je vais la finir. Et à partir de ce moment-là, lui aussi il a une période de transformation, de changement de mode de vie quasiment puisqu'il décide de vivre en camping-car et de se donner 2 ans pour terminer l'épreuve en ne faisant que, euh, que de l'outdoor quasiment. Et donc là, on voit un engagement parce que finalement, on a une bifurcation, on appelle un peu ça comme ça en sociaux, une bifurcation dans les parcours de vie, c'est-à-dire que euh, sans cette course, il aurait sans doute continué de faire son métier, etc., le métier qu'il faisait précédemment. Et là, d'un coup, hop, il y a une bascule et cette course, ça devient plus qu'une course, ça devient un leitmotiv quasiment, j'allais dire. Donc là, on voit l'engagement, il est très facilement mesurable parce que bah, toute la vie, elle s'en trouve modifiée derrière. Et justement, l'engagement, faut en avoir une bonne dose, justement, parce que, comme tu l'as dit, c'est des courses extrêmes, voire très extrêmes. Comment tu fais pour coller ton engagement avec justement ta préparation, ton quotidien, quoi? Parce que là, comme tu dis, ton quotidien change. Ta vie change. T'es pas juste en train de te dire, je vais essayer, je prépare le semi-marathon de je sais pas où et je vais aller courir 3 fois dans la semaine, 1 heure. On est sur autre chose. Ouais, en termes de volume, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, si j'ai couru autant de kilomètres avec eux, enfin, si j'ai couru autant de kilomètres pour préparer ce bouquin et la thèse, c'est parce qu'eux-mêmes en faisaient déjà beaucoup. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est des individus qui renoncent à rien, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand je parle de cette course autour de moi, j'ai quand même pas mal d'a priori négatifs, parfois de collègues ou de personnes qui justement se posent la question de pourquoi ils font ça, de l'air de dire mais il ferait pas mieux de faire autre chose. Et finalement, en fait, souvent on me dit mais c'est des gens qui sont fous, ils doivent être frustrés, ils ont rien dans leur vie. Ça c'est un truc que j'entends assez souvent. Ils savent pas quoi inventer, que la prochaine fois. Enfin, tu sais l'idée un peu de course à la surenchère et tout qu'on retrouve assez souvent dans les discours. Et en fait les cours termineront concrètement. Enfin, tu as lu le livre et ceux qui le liront, j'espère qu'ils seront nombreux d'ailleurs. Le remarqueront assez vite, on n'est pas du tout dans des profils comme ça, quoi. Je veux dire, on est là pour le coup, je parle de profil, on n'est pas du tout sur des individus qui, euh, qui sont frustrés ou fous. Au contraire, c'est des individus qui ne renoncent à rien, qui ont une vie de famille à côté, qui restent des individus qui se lèvent le matin, qui sont assez ordinaires. On les croiserait dans la rue, on se dirait pas, ah, mais on va faire une photo avec ce gars-là parce qu'il a l'air d'un super athlète. C'est physiquement, ça transparaît pas. Et surtout, qui ont une vie de famille à côté et qui, au contraire, essaient de jouer tous les tableaux du mieux possible. Et en faisant des ajustements, je parlais de Liès tout à l'heure,
pour aller au boulot, ben lui, il y va en courant. Par exemple, le matin, il se fait 20 bornes, le soir, il se fait 20 bornes, il se lève plus tôt, il dort moins, il a juste sur une petite partie qui est son sommeil, par exemple. Alors ça aussi, on pourrait discuter en termes de prépa, etc. Mais ça lui permet d'avoir un équilibre dans sa vie perso, par exemple. C'est la même chose d'Eric, hein, qui est un des coureurs du bouquin, qui, comme Lies, lui, il y va à vélo et puis il court sur des interstices. Et en fait, c'est aussi ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent se mettre à la course à pied, même si c'est chronophage. On dit toujours qu'on manque de temps dans notre société. Enfin, ça renvoie aussi aux technologies de tout à l'heure. Finalement, ces technologies ne nous permettent pas de gagner du temps parce que, je vais prendre l'exemple, on a des boîtes mail. Avant, on recevait 5 lettres par jour, peut-être maxi. Aujourd'hui, on reçoit je sais pas combien de mails. Et finalement, on voit que la technologie, ça nous a juste donné encore moins de temps, quoi, finalement, parce que si on veut tout bien faire, il nous en manque. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que ces individus, ils ont conscience qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et donc, ils se mettent à la course parce que la course, c'est ce qui leur permet aussi de courir quand ils veulent, comme ils veulent, et à des horaires parfois hyper décalés de nuit, de très tôt le matin ou sur le temps du midi. Et donc, on voit que cet engagement, il est à la carte, en fait, je dirais. Et parfois, il y en a qui peuvent pas du tout courir pendant 2, 3 semaines. Bah, c'est pas très grave. Mais par contre, si un week-end, ils peuvent parce que ce jour-là, ils n'ont pas les enfants avec eux, etc., bah, ils vont y aller 20 heures, j'allais dire, dans le week-end. Donc, ça, c'est aussi ce qui est intéressant à voir. Je pense dans le bouquin, c'est encore une fois qu'on n'est pas sur des surhommes. Et on a quand même du bricolage aussi à toutes les échelles et en ça, tout le monde peut s'y retrouver parce que on a tous été soumis un peu à ces questions de tiens, ce week-end, est-ce que je peux faire la sortie longue, j'ai un repas, etc. Ben, finalement, on voit que cette question, elle se pose à toutes les échelles, même pour des courses qui paraissent sur le papier impossibles. Oui, quand tu parlais de surenchère des courses, alors moi, ça c'est mon avis. Je pense effectivement qu'on est dans une surenchère de courses et de côté extrême, mais par contre, j'y vois pas là le côté péjoratif. Je le dis pas, je le dis pas d'un point de vue c'est mal. Je dis juste que pour moi, hein, l'homme, c'est un peu inhérent à l'homme d'aller dépasser ses limites. Et quand la limite c'était de faire un marathon par an, tu vois, il y a quelques dizaines d'années, bon bah ok, bah, et avant ça c'était encore autre chose. Après c'était, bah, ah, il y a des gens qui font plusieurs marathons par an, d'accord. Ah bah il y a des gens qui font un ultra maintenant, d'accord, on va faire de l'ultra du coup, d'accord, bah, on va faire le tour du Mont Blanc, ok. Du coup c'est faisable et c'est faisable en moins de 20 heures, d'accord. Bon bah maintenant du coup on fait des 300 Swiss Peaks et puis on fait 660 km, donc ça fonctionne. Donc, oui, pour moi, c'est une sorte de. Alors, peut-être que le surenchère, le mot, la terminologie est pas bonne, mais pour moi, c'est vraiment. On va chercher, on va toujours être en quête d'un peu plus pour voir si ça passe, ce qui veut pas dire que c'est forcément très mal. Mais dans mon sens à moi, ouais, c'est la surenchère du dépassement. On veut voir jusqu'où on fonctionne, quoi. Et tant que ça va, et tant que ça marche, comme on l'a dit au départ pour la Terminorum, ils l'ont fait sans être sûr que ça pouvait se terminer jusqu'au jour où il y en a un qui termine. Et du coup, voilà, pareil pour la Barclay. Pendant des années, il n'y a pas eu il y a eu très, 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 très peu de finishers. Et d'un coup, il y en a cinq. Bon, ben, c'est devenu, entre guillemets, trop facile par rapport aux capacités des gens qui venaient, qui étaient encore mieux préparés, etc. Donc, euh, donc oui, comme tu dis, enfin, moi, je trouve ça OK, en fait. Je trouve pas ça un gros mot, tu vois, de dire que c'est une surenchère, quoi. Bah, moi, je serais un peu plus pondéré en fait par rapport à tout ça. Après, j'entends ce que tu dis. Mais en fait, pour moi, il y a toujours un côté un peu marketing de dire on fait la course la plus dure, tu vois. Enfin, souvent, c'est même été une discussion avec l'éditeur sur le sous-titre du bouquin parce que c'est ce qu'on met la plus dure, etc. Voilà, moi, je suis toujours un peu mesuré parce que je me dis, en fait, ça, c'est le regard d'une époque, en fait, concrètement. Et que si on fait un petit peu un saut dans le passé, et tu vois, moi, je donne des cours à l'université de Grenoble sur notamment DU Trail, donc je me suis intéressé aussi à, tiens, pourquoi la Barclay, on en parle maintenant, par exemple, alors qu'elle est née en 86. Ok, il a fallu qu'elle grandisse, etc. Mais il y a aussi ce côté aujourd'hui, on veut que ce soit, il y a un côté accélération, je dirais, ça renvoie aussi à des penseurs de ma thèse, mais que tout doit être fait vite et tout doit être fait en plus grand un petit peu. Et ça, on le retrouve. Et en fait, moi, pour avoir échangé avec beaucoup d'organisateurs dans le cadre de mes recherches, notamment avec certains qui mettaient le mot extrême dans leurs courses, ils me disaient, ils disaient, mais en fait, ça permet d'attirer aussi un certain public qui veut aller plus loin. Mais pour le coup, notre parcours, bon, il n'est pas plus extrême que celui du voisin. Donc, il y a un peu déjà, tu vois, un ressort un peu parfois on va dire, appâter le, Oui, le là, c'est client, un quoi. ressort marketing. Ouais, voilà. Et après, si tu regardes un peu dans l'histoire,
Ben, concrètement, des courses plus longues, il y en a déjà eu en fait, vraiment plus longues que même une Swiss Peaks, tu vois. Vraiment, tu vois, je sais pas, là on est un peu quand même en train de parler de bouquin, mais si tu regardes la Bunyan Derby aux États-Unis lors de l'époque de la Grande Dépression, moi c'est un livre que j'ai adoré, La Grande Course de Flanagan, un super roman pour le coup, vraiment magnifique. Ben, en fait, c'était la traversée des États-Unis en courant par une course par étapes, etc. Et si tu regardes, c'est marrant parce que le gars qui a gagné à l'époque, c'était le voisin de Laz, Lazarus Lake. Donc c'est Ah, assez rigolo. marrant de voir que tout Anecdote, ouais. se recroise, tu vois. Mais en tout cas, faire la distance à traverser les États-Unis, c'est largement supérieur à une Swiss Peaks, quoi, concrètement, tu vois. Ben alors, ok, il n'y a pas forcément cette question de dénivelé, mais on sait qu'il y a des routes aux États-Unis qui sont très hautes, etc. Donc, mais en tout cas, il y a un peu cette logique aussi de dire pour rester dans le progrès, on fait toujours plus, tu vois. Et finalement, si on regarde un peu parfois en arrière, ben, on a eu des courses, des 1000 km sur piste, des trucs un peu barjots comme ça au début du 20e, fin 19e. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier. Donc moi, tu vois, je suis un peu pondéré sur ce côté-là. Et après, pour un peu enfoncer le clou, pour avoir observé sur les backyards, notamment les vagues d'abandon, je dirais. Bah, en fait, je m'étais rendu compte que la distance moyenne courue sur les backyards, elle était de 80 km. Et 80 km, pour moi, on n'est pas dans l'extrême concrètement, parce que surtout si tu mets ça sur la vitesse qui est de 6,7 km/h, avec du repos, coucouner aussi sur les ravitaux, etc., on n'est pas dans une notion extrême. Et d'ailleurs, beaucoup y arrivent à cette distance, quoi. Donc ça veut dire aussi, pour moi, ce qui est extrême, c'est la Yukon, par exemple. Tu as des conditions, enfin, vraiment de survie, etc. C'est Tu ce vois. que j'allais Là, te on est dire. sur l'extrême. Ouais, c'est ce que j'allais te dire par rapport à ce que tu me disais. Il y a des Ouais. courses qui sont très vieilles et dont on parlait beaucoup moins. La Barclay en fait partie. Il y a des bien plus vieilles évidemment. Bah, après, le côté réseau et médias fonctionnait beaucoup moins. Donc, le Ouais. fou dans son coin qui faisait cette course, on disait, ouais, ok, bon, très bien, personne ne le connaît de toute façon. Voilà. La Yukon, personne n'en a parlé avant que, à part dans les cercles fermés évidemment, mais personne n'a parlé avant que Mathieu Blanchard la fasse. Et le Ouais, Thierry monde. Corbario aussi un petit peu. Enfin, je pense que moi, c'est à ce moment-là aussi on a commencé à en parler en France aussi. Mais après, il faut pas oublier que on a, il y a, il y a aussi un ressort un peu, je pense, médiatique pour le coup de dire l'ultra, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Si on regarde même en termes de statistiques, hein, que si on prend les fiches il y a quelques années, j'avais fait ça pour l'ITRA, hein, combien de personnes faisaient de l'ultra dans leurs fiches de coureurs. Il faudrait regarder aujourd'hui sur les fiches index UTMB. Mais globalement, on était sur une minorité quand même dans les membres du peloton. Mais médiatiquement, on a l'impression que l'ultra, de toute façon, c'est ce qui fait aussi les titres, hein. Concrètement, on va parler du vainqueur de l'UTMB, un peu moins de celui de la CCC, et encore moins d'autres, etc. Et on a l'impression que l'ultra, c'est une finalité. Mais c'est pas forcément le cas, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, la distance marathon, pour beaucoup de gens, c'est déjà très satisfaisant et pas forcément, il n'y a pas forcément une envie d'aller plus loin tout de suite. Et au contraire, on l'a vu aussi après le Covid avec presque parfois pendant un an ou deux, il y a eu un petit peu un désamour aussi pour l'ultra finalement. Ça sera plus ton domaine, donc je vais pas m'aventurer trop dessus, mais sur le côté un peu social de la chose, il y a quelques années en arrière, tu disais que t'as fait un marathon dans ta boîte, voilà, le classique, quoi, la machine à café. Mm. Bon, bah, c'était beau gosse, quoi. Ouais. Putain, balèze, le type, marathon, comment t'as fait? C'était pas trop dur, machin. Aujourd'hui, tout le monde fait un marathon, tout le monde s'en fout plus ou moins. Ça devient un peu le truc obligatoire, ça devient un peu le passage du quarantenaire qui se remet en forme, C'est ou la to-do list, ouais. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Faut que j'ai fait un. Bah, franchement, j'ai plein d'amis qui sont dans ce cas-là, ils sont pas spécialement sportifs, et puis on approche de la quarantaine, fallait faire le marathon avant les 40 ans. Bon, voilà, on se rend bien compte que ça rentre dans les mœurs et que c'est pas du tout, que ça a plus du tout la même connotation qu'avant. Et du coup, tu arrives, même si tu as lutté contre les barrières horaires pendant toute ta course, tu as fait 100 bornes dans montagne, on te pose des questions, tu passes pour un extraterrestre, mais comment tu fais, machin, et tu dis, bah, si tu veux, on va faire un footing ensemble. Mais non, tu cours trop, toi, tu cours trop vite. Tu dis, bah non, tu sais, je te donne ma moyenne sur mes 100 km que j'ai fait, tu vas rigoler. Euh, mais ouais, il y a cet aspect-là, et c'est pour ça aussi que je pense que bah, ces courses-là font le plein, parce que petit à petit, bah, pour une raison ou pour une autre, ça fait partie des raisons extrinsèques. Il y a le côté social de vouloir un peu briller. Et après, oui, ce n'est pas non plus la totalité, quoi. Je sais pas, sur des énormes courses, sur des courses où il y a plus de 10 000 participants, ceux qui font plus de 100 bornes,
C'est peut-être moins, Mais c'est moins de 10, mais moins de c'est là 10%, toute quoi. la magie un peu je dirais, du trail, c'est que mais ça vient aussi du marathon, ça vient de la logique de finisseur, en gros du finisher. Et si tu regardes, il y a un livre qui a été fait par Thompson sur le marathon d'Honolulu il y a super longtemps, je sais plus la date, mais c'est dans les années 70, enfin vraiment avant même le boom du marathon des années 80, on va dire. Et lui-même, il l'explique, il dit, mais en fait, c'est super le marathon parce que à l'époque, ce que tu dis, il dit juste passer la ligne, ça fait de toi un héros, on ne demande pas, on ne demandait pas combien de temps tu mettais, Mm. ah, t'as fini. Et aujourd'hui, c'est la même chose en trail, tu vois, mais Ça. parce que finalement, les gens n'ont pas encore ce référentiel, il n'y a pas encore assez de monde qui a pu y participer, alors que sur le marathon, ton exemple de machine à café, tu viens le lundi, tu dis que tu as fait un marathon le week-end, on va dire, ah ben lui aussi on a fait un, puis Ouais. d'un coup, tu vas avoir 5 marathoniens autour de toi. C'est Et sur ça. le trail, tu commences à avoir un petit peu cette logique, et c'est pas pour rien aussi que les épreuves, d'ailleurs, je dis pourquoi ça se développe maintenant, on parle de la Barclay maintenant, les backyards se développent maintenant, c'est que ça répond aussi à un mouvement de massification, c'est-à-dire qu'on a des pelotons, les dossards, c'est la course, pour les avoir, c'est la galère. Ça se vend en 10 minutes, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et finalement, il y a toujours ce moment où, quand ça se massifie, tu perds un peu en prestige, en distinction le lundi matin. Ça est moins clinquant de dire ce que tu as fait le week-end, Ouais, enfin, complètement. si tu as fait du sport. Et du coup, ben, tu vas chercher un petit peu la nouvelle bulle, un peu, c'est le cercle d'innovation, tu sais, ça fait des cercles comme ça. Enfin, en gros, c'est le trail de Calon, la Tour Alcriche, tout ça, tu pourras regarder. Et du coup, on crée une autre zone, en fait. Et les backyards, c'est une autre zone. Les terminals, c'est une autre zone parce que d'un coup, bah là, on s'aventure. Là, ça remet de l'aventure. En plus, c'est confidentiel, convivial. Il y a tous les ingrédients d'un coup pour susciter de l'intérêt. Et puis lundi, tu arrives à la machine à café, tu dis ah, moi, j'ai fait un marathon. Le c'est à côté dit moi j'ai fait une backyard. C'est quoi ça? Et d'un coup, hop, ça remet un peu on remet une pièce un peu dans la machine, tu vois. Et, euh, et c'est ce qui est aussi super intéressant, c'est de voir que ces formats, bah, ça permet quand même d'avoir une grosse créativité en tant qu'organisateur et de Mm. faire aussi que, bah, aussi en tant que pratiquant, on peut avoir on va dire, plusieurs carrières en fait quasiment d'athlètes quoi, en ayant fait un petit peu des choses différentes, en étant obligé de se réinventer grâce à justement cette créativité des formats. Ouais, c'est marrant, ouais, quand tu termines en disant ça, différentes carrières, on a beaucoup vu ça et c'était beaucoup dit que l'athlète évoluait dans le temps vers du plus long avec bah, le temps, avec l'âge. Et ce Ouais, que je trouve assez intéressant maintenant, c'est que c'est bien remis en question et on a tout de suite des athlètes de 22, même 20, 22, 23 ans qui se mettent sur de l'ultra très vite, ça marche bien. On enlève le côté, bah non, ça marche que quand t'es vieux, quoi. Bah non. ouais. Mais ce qu'on a Et vu aussi avant sur marathon avant, je sais pas, moi, je pense encore à Gebre Selassie qui vient sur marathon après avoir fait une carrière incroyable sur piste. Quand tu regardes l'âge des vainqueurs de marathon, des majeurs aujourd'hui, bon, si t'enlèves Kipchoge peut-être ouais. quand il était encore au top, mais sinon, on a perdu presque en une dizaine d'années, quoi, Une si on dizaine enlève d'années, ouais, les ils ont 25 vainqueurs. ans, hein, Ouais, 25 ans, voilà. Donc, on voit que ce mouvement, il s'accompagne, il n'est pas juste, c'est pas juste le trail, on l'a vu aussi sur marathon, en fait. C'est que dès que finalement, il commence à y avoir aussi des enjeux derrière de visibilité, je dirais, bah forcément, tu commences à avoir un niveau de performance qui augmente et avec des athlètes aussi plus jeunes qui apparaissent et qui se saisissent un peu de ces nouveaux terrains d'expression. Ouais. ouais. Ouais, mais c'est toujours marrant de voir les codes, un peu les codes cassés par, ben non, non, faut pas faire le long. On n'est pas endurant quand on est jeune, on est rapide. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile de développer sa vitesse quand on est jeune que quand on a 45 ans. Ça c'est une certitude. Mais de dire on est moins endurant jeune que quand on aura 40 ans, pas sûr. Pas sûr du Ouais. tout. Donc, ouais, non, c'est intéressant. Ok, ouais, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur, je sais pas, sur ton bouquin, sur la Chartreuse, les futurs. On n'a pas parlé du futur de la Chartreuse, ça c'est toujours en cours. Ouais, la prochaine. Enfin, là, on est en fin juin, il y a toujours une édition qui aura lieu. Donc, on est dans l'attente hein, de voir comment ils vont être, à quelle sauce ils vont être mangés, je dirais, cette année encore, puisque le parcours va être modifié. Voilà, les dés sont à nouveau jetés, enfin, vont bientôt être jetés. Et à partir de là, on attend de voir comment ça va se passer. Donc, ça reste toujours un grand moment, hein. Je pense que à suivre.
faut pas hésiter, hein, si un jour, dans les gens qui nous écoutent, vous êtes de passage en Chartreuse à cette période, de pas hésiter de venir voir un peu à quoi ça ressemble, parce que c'est secret, mais c'est pas privé non plus. Je veux dire par là que vous pouvez observer de loin et il y aura toujours quelqu'un pour vous expliquer, pour moi-même, hein, je pourrais le faire. Donc ça, c'est vraiment avec enfin, c'est un grand plaisir. Et puis après, ben, pour le bouquin, ben, moi je vous conseille de le lire, hein, tout simplement, je dirais, hein, parce que c'est pas forcément. L'idée, c'est que c'est pas un ego trip, hein, comme ce bouquin. Il y a beaucoup de livres qui sortent aujourd'hui en sport en général. Ils sont pas non plus toujours écrits par les athlètes d'ailleurs, mais là, ce bouquin, c'est vraiment, pour moi, ça permet d'accéder à des parcours de coureurs avec lesquels forcément on va entrer, on va réussir à entrer en résonance, je dirais, parce que ces coureurs c'est un peu monsieur, madame, tout le monde et il se pose une question qu'on s'est tous posé un jour. Moi, j'ai un rêve, c'est de faire cette course. Et comment je vais faire pour y arriver? Comment je vais faire pour finir? Mais cette question, eux, ils se la posent pour une course qui paraît démentielle. Mais on s'est tous posé la première fois qu'on a pris un dossard, chaussé des baskets. Comment je vais faire pour finir un premier 5 km? Comment je vais faire pour faire un marathon, pour monter le sommet que je vois là de ma fenêtre? Comment je vais faire? Parce que, et cette question-là, on se la pose tous. Est-ce que moi, ce que j'ai apprécié vraiment, c'est des parcours qui m'ont ému. On n'est pas forcément revenu dessus, mais il y a plein d'anecdotes, de moments de vie qui, moi, m'ont mis les larmes aux yeux concrètement et m'ont transformé aussi en tant que chercheur, certainement, en tant que coureur, mais aussi en tant que homme, enfin, tout simplement. Et ces coureurs, en fait, ils m'ont fait aussi un grand plaisir pour le bouquin. C'est de prendre la plume à un moment donné pour donner quelques conseils. Alors, ils ont une carte blanche. Il y a des coureurs qui sont assez connus. Il y a Aurélien Sanchez qui a fini à Barclay, par exemple. Il y a des plus anonymes aussi. Tout à l'heure, je parlais ben, par exemple, de Liège. Il y a des bénévoles. Il y a Johanna, la compagne d'Eric aussi. L'idée, c'était de voir aussi, de donner une carte blanche à toutes les personnes qui avaient été impactées par cette course et qui aimaient cette course tout simplement. Et pour donner des conseils qui pouvaient être appliqués à ce terrain, mais aussi à n'importe quel autre. Donc ça, je voulais un peu peut-être souligner ce point-là qui pour moi est vraiment une des richesses enfin de ce travail à mes yeux et je pense que c'est assez important et que ça permettra à chacun de s'y retrouver. Et si on a envie, si on est piqué par le virus ou qu'on a envie d'être piqué, comment dire, l'inscription, elle est aussi secrète que la Barclay. Il faut trouver l'adresse mail. Comment ça se passe pour s'inscrire à la Terminal? Est-ce que tu as le droit de le dire déjà? Alors, j'ai le droit de le dire et c'est un peu écrit dans le bouquin, c'est un moment. Donc, il y a, il y a un processus qui est assez simple, qui est on l'a parlé tout à l'heure d'un essai. Il faut écrire un essai et l'envoyer à une adresse inconnue un jour inconnu. Donc ça, c'est le protocole. L'essai, il n'est pas très compliqué, hein, à part s'il change, mais depuis quelques années, c'est le même que sur la Barclay. C'est d'ailleurs le même que dans un petit bouquin de Stephen King qui s'appelle Marche ou crève, hein. C'est pourquoi devrais-je être sélectionné pour participer à cette épreuve. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut simplement laisser parler, je dirais, entre guillemets, ça peut paraître vraiment très bateau, cliché ce que je veux dire, mais laisser parler un peu son cœur, en fait, parce que c'est ce qui va primer et c'est une course de fond et ça demande vraiment d'avoir aussi un bon fond, je dirais, presque. Et là encore, il y a des conseils dans le bouquin, notamment de Jean David, qui est un peu le poète de cette terminerum, qui explique quels ingrédients il faut mettre pour réussir à être sélectionné d'après lui et faire mouche avec l'essai. Donc, ouais, ça, c'est la première partie. Et après, une fois si vous êtes sélectionné, il y aura il faudra s'acquitter d'une somme de 3 euros. Donc, c'est pas forcément une ruine, hein, je pense. Et offrir à l'organisation enfin, justement une offrande. L'offrande dépend un peu des, bon, on va dire des manques dans les placards du triumvirat. Ça peut être une bouteille de bière, ça peut être des biscuits, enfin, peu importe. Et venir avec une petite plaque d'immatriculation aussi qui vous représentera enfin, sur l'épreuve lorsque vous serez en train de crapahuter dans les bois. Voilà Ah, ce c'est un qu'il faut. concept. C'est un concept, ouais. Bon, super. Écoute, dernière petite question avant de te quitter. Si tu avais une personne à me recommander bah, pour, comme toi, passer dans le podcast, que ce soit un athlète, un amateur, un confrère, une personnalité qui t'a inspiré, ça serait qui? Alors, une personnalité qui m'inspirait, ben, j'en ai pas trop parlé
ici aujourd'hui, je dirais donc Maxime Gauduin, qui est un super athlète hein, que j'ai suivi et voilà, qui a fait 2 fois la Barclay. Je pense que ça pourrait être intéressant de l'interroger aussi sur voilà, cet après Barclay un peu spécial en 2025. Et Ah, il l'a fait cette année? il l'a fait, ouais, il a couru cette année. Et donc, ouais, je pense que ça pourrait être pas mal et de voir aussi, enfin, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait une Barclay, c'est quoi les prochains objectifs. Donc, je pense que ça pourrait être aussi, voilà, intéressant de l'écouter. En tout cas, moi, je prendrais beaucoup plaisir à écouter cet épisode s'il était interrogé. Ok, bah on va s'y atteler, pas de problème. Merci beaucoup pour le contact. Bah on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc je rappelle, tu as écrit le livre La Quête dans les coulisses de la Chartreuse Therminorum. On en a parlé, on va dire, en surface. On n'est pas, évidemment, on va pas rentrer dans tous les détails en 1 heure, Ouais. mais je conseille largement de le lire. C'est vraiment super bien écrit. C'est facile à lire et c'est super agréable, comme tu disais, de pouvoir aussi. T'as suivi des personnes différentes avec des profils différents. Donc, il y a toujours des moments où ça résonne plus ou moins avec son expérience. Donc, très, très agréable. On peut trouver le bouquin partout, Amazon, tout Il ça. est disponible dans ouais, tous les distributeurs classiques, aussi chez des petits libraires. Moi, je fais pas mal d'interventions d'ailleurs dans des librairies, donc faut pas hésiter même à me suivre sur les réseaux pour si vous voulez qu'un jour on discute plus largement. Et aussi avec des clubs. Là, il y a peu de temps d'ailleurs à Villeneuve d'Ascq, on a créé une mini Barclay, une mini Terminorum pour comprendre un peu mieux le bouquin. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi par rapport à ça. Et ouais, il est disponible partout. Sinon, et aussi dans les petites librairies, vraiment, j'insiste, c'est important aussi de faire vivre les commerçants locaux, quoi. Yes, bah écoute, je mettrai les liens pour te suivre justement en description de l'épisode. Et bah, merci beaucoup Simon. Merci pour ton temps, merci de nous avoir un petit peu exprimé, débriefé ton bouquin et d'où t'étais venu cette passion. Et puis je te souhaite bon vent. Tu cours encore? T'as des choses de prévues? Je cours, je me considère plus comme coureur aujourd'hui et j'ai abandonné sur une Swiss Peak sur 360 il y a 2 ans et depuis j'ai pas repris de ça. On me titille un peu pour essayer de revenir un jour avec un dossard, mais pour l'instant, je cours, on va dire, après mon chien. C'est déjà pas mal et c'est une autre façon de voir aussi les choses. Mais j'ai toujours beaucoup de plaisir, en tout cas, à me promener sur les sentiers, même si c'est juste en marchant et je suis toujours bien d'actualité. Donc, bref, je ne cours plus forcément, mais j'ai toujours un pied dans le monde du trail et je pense que ça, qu'on a passé aussi longtemps dans ce milieu, forcément, on n'en sort pas indemne. On n'en sort pas du tout, même. Ça marche. Bah écoute, merci encore Simon. Merci à toi, Pierre. Et je te dis bonne continuation et à très bientôt. À bientôt. Allez, salut. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.